Twitch, j'espère que vous allez bien. On est toujours à la Japan Expo, premier jour. Donc ça va, on est frais. Je suis avec Judaichi. Est-ce que je prononce bien déjà ou pas? Il y a des gens qui disent Judaichi. Généralement, quand le C, normalement avec un CHI, c'est Chi. Okay. Mais bon, j'en veux pas aux gens. Normalement, ça serait Judaichi. Judaichi. Et ça a une signification particulière? En fait, les gens se reconnaîtront un peu, c'est les pseudo-forums. Ouais, d'accord. Un peu, c'est-à-dire que je voulais un truc un peu long. Je voulais que ça commence par un Ju, parce que mon prénom c'est Julien. Ouais. Et je voulais un truc un peu original. Ok. Et qui fasse japonais, bien sûr. Parce ouais, que, c'est ça. Et là, tu l'as totalement. Au début, quand tu l'as créé, c'est du coup une pure invention. Ouais. Et maintenant, si tu essaies de le décrypter, tu arrives à lui donner un sens ou pas? En fait, si je donne le sens, ça fait vraiment un truc un peu grandiloquent parce que Ju, c'est le 10. Ouais. Dai, c'est grand. Ouais. Et Chi, c'est la terre, le territoire. Donc ça fait vraiment les 10 grandes terres. Genre, waouh, c'est les 10 grandes régions. Okay. C'est moi. C'est un petit peu, voilà, peu vicieux. On va remettre un peu de contexte. C'est la 3e fois, du coup, si on compte les 2 Japan Tour Festival où on t'a reçu en sur scène. Première fois à Japan Expo, comme de toute façon, c'est notre première fois, nous, de toute manière, ici. Donc, petite remise en contexte. Donc, toi, tu es créateur de contenu, tu parles principalement de la langue japonaise, tu essayes de donner des cours, de donner envie d'apprendre cette langue-là. C'est mon combat. C'est ton combat. Et en allant à la fois aux bases, mais aussi en t'adressant, c'est ce qu'on abordait dans notre dernière interview, pas encore dispo en ligne, mais qu'on la mettra, tu essaies d'aller un peu plus loin, de t'adresser notamment à des gens qui sont un peu plus intermédiaires, ouais. Notamment via des live Twitch aussi. Toi, tu te présenterais comment? Est-ce que j'ai oublié des aspects? Non, c'est plus ou moins ça. En fait, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que j'aime bien mêler l'utile à l'agréable. C'est-à-dire que y a des gens qui aiment, là on est à Japan Expo, je pense qu'une grande partie des visiteurs, des gens qui viennent ici, c'est des gens qui aiment les animés, ouais. Qui aiment consommer l'animation, qui aussi découvrent la culture japonaise et aussi un peu sa langue à travers les différents médias. Et moi mon but c'est juste de dire aux gens, le japonais ça fait peur, mais mine de rien les gens font déjà pas mal de travail de réception. Ouais. D'écoute sur le japonais, et donc ils ont déjà une oreille qui est déjà développée. Moi j'ai des élèves par exemple avec qui je commence, ils sont débutants, mais ils savent déjà ce qui sonne japonais, ils ont déjà cette petite fibre qui se dit ah ça sonne bizarre, ça j'entends ça c'est bizarrement, et moi je leur dis mais il faut cultiver ça parce que mine de rien tout le travail qui est fait sur le visionnage des animés en VO, même si c'est en VOSTFR avec les sous-titres, en fait il y a des heures et des heures de japonais qui nous passent par les oreilles et c'est pas rien en fait. Et en fait tout ce que je veux dire aux gens c'est que ça demande pas grand chose pour avoir une langue en plus à son actif. Alors pas forcément, encore une fois, si de parler couramment, on fait ce qu'on peut. Moi c'est pareil, je continue toujours d'apprendre et le but c'est de dire aux gens vous pouvez en même temps apprécier vos animés et en plus arriver à apprendre une nouvelle langue. Complètement. C'est bête, mais on est aussi dans une ère où le travail c'est important, le marché du travail ça peut être un plus. Voilà, sur un CV, etc. Donc évidemment, on ne parle pas trop professionnel, mais bien sûr que ça marche aussi. Donc on est, je dis, mêler l'utile à l'agréable, et il suffirait de mettre 10 minutes par jour pour commencer, et ça suffit quoi. Ok. Alors on va y revenir un petit peu à l'apprentissage du japonais. Avant ça, je te propose qu'on fasse un peu une introduction sur toi en tant que créateur. À quel moment tu t'es dit je vais me lancer? Est-ce que tu étais déjà dans le partage du japonais avant de te lancer? Est-ce que tu t'es lancé en même temps, t'apprenais et du coup tu t'es dit, il y en a beaucoup qui se disent ça, qui se disent que enseigner c'est une très bonne manière d'apprendre? C'est exactement ce que j'allais te dire. Moi j'ai commencé, mais c'est très bizarre, les gens qui vont nous écouter vont dire waouh, soit ils savent pas, soit ils savent mais ils disent un peu chelou. Est-ce que tu te rappelles de abo.fr? Ouais, je me rappelle. Mes premiers cours, les premiers gens avec qui j'enseignais un peu le japonais comme ça, de manière un peu à la sauvage comme ça, c'était sur abo.fr. Et il y avait souvent des écoles, des trucs comme ça qui se faisaient et tout. Ouais. Et il y avait des gens qui faisaient des maths, du français. Et moi en fait je faisais du japonais, il y avait des gens qui arrivaient. Excellent. Alors, et même maintenant, en y repensant, j'avais des élèves qui se débrouillaient pas si mal. On leur apprenait un petit peu les premières particules, le fonctionnement des verbes, etc. Et ils se débrouillaient à faire quelques phrases. Alors évidemment, encore une fois, c'est pas non plus... Mais même moi, en y repensant, je me dis, mais comment à cette époque je faisais pour arriver à enseigner sur un truc qui n'était pas du tout prévu pour quoi. Et en fait, j'ai commencé, évidemment, quand j'ai commencé à apprendre, et c'est exactement ce que je me suis dit. Je me dis, je pense que le fait d'enseigner, de transmettre, c'était aussi une des meilleures manières de pouvoir consolider ce qu'on savait déjà, parce que quand on est tout seul, on apprend, il n'y a pas de souci, on peut faire des erreurs. Par contre, quand on va devoir l'expliquer à quelqu'un,
il faut être sûr de soi parce qu'on peut pas dire de bêtises. Oui, parce que pour ceux qui se posent la question, toi, t'as pas de prédisposition, t'as pas des gens dans ta famille qui sont japonais, tu parlais pas japonais, etc. T'as vraiment appris. Ouais, mon père parle 7 langues. Ok. Et pas le japonais, bien sûr, pas le japonais. Du coup, quand il m'a dit ouais, japonais, waouh. Mais t'en parlais déjà, toi, du coup, plusieurs, t'avais déjà ce côté un peu polylingue. Non, moi, on va dire les langues que je maîtrise le mieux actuellement, donc le français, bien sûr, l'anglais et le japonais. J'ai des notions d'espagnol. Ok. Et je sais un peu insulter dans quelques autres langues. C'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça. Et merci GTA. Et donc, alors, pour en venir à Abo, donc là, ça monte. Et à quel moment tu te dis, ok, là, je vais créer un contenu vidéo plutôt, je vais me filmer alors, au début, tu t'étais peut-être. D'ailleurs, tu te filmes pas forcément, c'est plutôt tu crées des contenus qui vont partager, mais c'est plus des illustrations en tout cas. Ouais, au tout début, en fait, pour ceux qui connaissent un petit peu la chaîne de Julien Fontanier, qui est une des plus grandes chaînes en France sur l'apprentissage du japonais. Ouais. Je voyais ce qui se faisait. Alors bizarrement, je sais même plus d'où l'idée me vient. Des fois, on sait plus où se trouve le déclic dans tout ça. Et puis j'ai fait une première vidéo que j'ai lâchée sur YouTube comme ça. C'était juste une analyse d'un dialogue de One Piece. C'était sur la bataille de Marineford, tout ça. Et en fait, je sais pas, j'ai pris les dialogues, je les ai décryptés, je les ai expliqués. Et le format m'a plu. Alors après, au début, voilà, les vidéos c'était compliqué parce qu'on apprend seul aussi, le montage, etc. Donc c'était loin d'être parfait. Mais je me suis pris au jeu et puis au fil du temps, il y a des commentaires qui pop et qui disent waouh, c'est trop bien, on en veut plus, etc. Et je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire parce que certes, la langue japonaise était déjà représentée sur YouTube, mais moi je me suis dit, il y a un truc qui me manquait, c'était les animés. Et toi, à ce moment-là, quand tu lances cette vidéo One Piece, par exemple, t'en es où ? T'es dans les études, tu bosses J'étais les deux, en fait. J'étais en licence d'anglais. Ok, t'étais dans les langues quand même, du coup. Ouais. Donc c'est un truc que j'avais déjà fait une licence de japonais avant que j'avais avorté en chemin. Et j'avais repris une licence d'anglais et je travaillais en même temps. Je travaillais à Quick à l'époque. Ok. Et c'est vrai que du jour au lendemain, il y a des gens de mes collègues qui me voyaient sur un ordinateur en train d'écrire des trucs en japonais et tout. Ils me disaient qu'est-ce que tu fais ? C'est bon. Ouais, voilà. Je fais mon truc. Et c'est venu comme ça. Hein. Et c'est vrai que le déclic en lui-même, je sais pas. Je sais pas d'où je me dis mais pourquoi faire une vidéo. Mais souvent c'est ça. Mais je pense que c'était juste le fait de dire en fait c'était la recherche du support en lui-même parce que faire un cours comme ça à des gens, leur expliquer les rudiments, tout ça de manière juste de vive voix, comme je faisais on va dire sur Abo sans support particulier, c'est compliqué parce qu'il y a pas de... on va dire, quand je dis il n'y a pas de concret, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exemple en particulier à prendre. Et du coup, je me suis dit la seule manière d'avoir un exemple bien, on va dire, bien probant, qui va toucher les gens, ça va être de pouvoir le trouver en vidéo, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Et du coup, c'est venu comme ça. Ok. Et du coup, finalement, cet angle des animés que tu continues d'exploiter encore aujourd'hui, en disant, voilà, en passant par Naruto, One Piece, etc., on va vulgariser les choses. Tu l'as eu dès le début. Dès le début, vraiment, ouais. Non, pour le coup, vraiment, en fait, je me suis passionné pour la langue japonaise. En même temps aussi, moi, c'est les voix, moi, qui m'ont attiré là-dedans. C'est-à-dire que j'écoute quand j'ai écouté les voix des seiyuu et tout, je me suis dit, mais c'est trop stylé. Genre, je dis, mais c'est une pratique de la langue qui est certes un peu différente, enfin, quand même assez différente de ce qu'on voit au Japon. Vraiment. J'allais te poser la question, justement. Mais c'est tellement beau, c'est tellement esthétique et je pense que j'ai il y a beaucoup de gens qui sont amoureux de la langue française aussi pour parfois les films, pour des séries où il y a vraiment un dialogue qui est bien écrit, avec des jeux de mots, avec une esthétique particulière. Et je suis tombé là-dedans pour le japonais et du coup je me suis dit c'est le meilleur moyen de vraiment se dire on apporte des choses aux gens déjà avec des scènes qui les touchent, des scènes cultes qu'ils connaissent, mais aussi avec des voix qui impactent, etc. Moi ça m'est venu immédiatement comme ça. C'est ça, c'est vrai que la manière de parler dans certains animes, c'est pas la manière de parler du quotidien finalement. Ouais, en fait le truc c'est que les gens sont un peu, je pense qu'ils sont un peu biaisés parce qu'on leur dit ça comme ça sans leur expliquer, sans nuancer. On leur dit que presque ils arrivent à dans leur tête, on arrive à croire limite que la langue japonaise, elle est différente des animés et dans la vraie vie. Alors que le vocabulaire c'est le même, mais en fait ce qui change c'est le contexte. Parce que évidemment, si on prend des animés genre Jujutsu Kaisen, Hunter x Hunter, c'est des pouvoirs, c'est un lore très particulier, un univers vraiment un peu sombre. Mais évidemment que du coup le vocabulaire trouvé là-dedans, ça va être compliqué de le réutiliser. Donc c'est bien pour le comprendre. À moins que tu es dans une situation improbable. Je vous le souhaite pas dans ce cas-là parce que franchement c'est un peu compliqué, mais dans le sens où c'est des contextes qui sont un peu particuliers
c'est bien pour comprendre, parce que si vous êtes fan d'un animé en particulier, d'un univers en particulier, comprendre son vocabulaire c'est important. Et moi d'ailleurs ça me fait penser aussi il y a beaucoup de gens qui théorisent sur One Piece, qui théorisent sur le lore, sur certains parfois des dialogues et alors malheureusement souvent c'est fait avec aussi la traduction. Alors encore une fois, la traduction, moi j'ai un grand respect pour la traduction, mais généralement quand on veut faire de l'analyse poussée, il faut regarder la VO. Il faut avoir au moins un regard sur la VO. Moi je sais que des chaînes comme le Mont Corvo m'ont déjà appelé alors, pour faire de la voix off, mais aussi des fois pour dire ah ce truc là, est-ce que tu penses qu'il a dit est-ce qu'il a vraiment dit ça exactement, quel mot il a utilisé, parce qu'il voulait être sûr d'aller dans une direction, et comme eux ils commençaient, je crois qu'ils apprennent un peu le japonais, maintenant je pense qu'ils se débrouillent un peu, mais à ce moment-là ils voulaient vraiment savoir précisément ce qui se dit, parce que forcément une théorie, si c'est basé sur une traduction, il y a un parti pris du traducteur, etc. Donc c'est important. Et justement, et c'est pour dire aux gens aussi, si vous voulez apprécier vraiment les jeux de mots, parfois l'humour qu'on peut avoir dans les animés, c'est vrai que le japonais c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus précis là-dessus, même si les traducteurs font un bon travail, on va pas se mentir. Complètement. Du coup, je reprends un petit peu notre cheminement. Donc là, tu te lances avec la vidéo, tu continues. Donc finalement, c'est une croissance naturelle, ça fonctionne bien. Aujourd'hui, c'est quoi? Donc tu as aussi lancé du Twitch à côté. On va dire l'état actuel de ta création de contenu. Est-ce que tu as un rythme défini? Est-ce que c'est plutôt au feeling? Les live Twitch, c'est pareil. Est-ce qu'il y a un rendez-vous noté dans les agendas ou est-ce que c'est... Alors maintenant, au début, moi j'ai commencé sur YouTube, que sur YouTube, et j'essaie d'avoir une vidéo tous les mois. Voilà, je voulais pas non plus me mettre trop de pression parce que c'est des vidéos. Du boulot quand même. Voilà, c'est beaucoup de boulot. Moi, le plus gros travail sur les vidéos, c'est le travail de recherche surtout, c'est-à-dire que l'écriture d'une vidéo, c'est-à-dire le cours en lui-même, les exemples, ça c'est pas compliqué, puis on connaît, ça fait des années qu'on fait ça, on sait quoi prendre exactement. Le plus dur, c'est de trouver les extraits qui marchent, les extraits qui sont vraiment, qui vont pas aller qui vont pas être dans un contexte trop compliqué, qui vont utiliser aussi une phrase, on va dire, qui peut être aussi parfois utile pour les gens, parce que c'est vrai que du coup on a envie d'apporter un truc qui peut être, on va dire, facilement réutilisable par les élèves. Et c'est ça le plus dur en fait. Et moi je passe parfois mes nuits à chercher, à sélectionner quel extrait va aller, etc. Et puis après, évidemment, après l'écriture, la recherche, il y a aussi tout ce qui est le montage, parce que tous les extraits, je les sous-titre en français, il y a en japonais romanisé et en français en traduction. Donc c'est vrai que ça prend un temps de fou. Et puis après il y a le montage final où j'essaie quand même d'avoir aussi une certaine dynamique, d'avoir un truc que j'essaie de soigner un petit peu. Mais ça c'est mon on va dire mon exigence personnelle, parce que j'ai envie de. Ouais, puis il y a des codes quand même sur YouTube qu'il faut essayer c'est ça. Mais moi avant je faisais pas du tout il n'y avait pas du tout de facecam. Maintenant j'intègre de la facecam en intro et en outro, parce que je sais que ça parle plus aux gens, ils veulent avoir aussi un visage sur la personne qui parle, etc. Mais je m'impose rien. Là maintenant, je pourrais presque plus dire que je suis plus streamer, parce que je suis beaucoup plus actif en stream. Twitch. J'ai un format qui est tous les vendredis soirs à partir de 19h, où on fait 5 heures de japonais sur du JLPD, donc de la grammaire, des kanji, du vocabulaire. On fait de la lecture de manga en VO qu'on réinterprète ensuite en direct avec des viewers, qu'on relit avec des voix, etc. Et puis après on fait un extrait d'animé où on analyse, et les gens doivent retrouver des mots qui sont un peu cachés, etc. Et c'est un format que j'adore, c'est énormément de travail. Oui. Mais comme d'habitude, mais bon, je suis habitué maintenant, c'est comme ça, je me l'impose, mais c'est un plaisir de fou, parce que les gens sont hyper investis et il y a une vraie communauté derrière ça, donc c'est vraiment très très cool. Mais je continue quand même YouTube, mais j'y vais à mon rythme. Je veux pas promettre aux gens de leur dire je vais faire des vidéos une fois par mois. Je sors la vidéo quand elle sort, et puis dans tous les cas c'est des vidéos qui, contrairement à beaucoup de youtubeurs malheureusement, c'est des vidéos qui sont c'est des vidéos pérennes dans le temps. C'est ça, elles sont intemporelles. C'est-à-dire que là, on peut regarder tes premières vidéos. Voilà. On a toujours des choses à apprendre. Logiquement, la langue japonaise n'aura pas changé d'ici là, quoi. Donc, je préfère me dire, je la sors à la meilleure qualité possible, avec tout ce que je peux donner dedans. Comme ça, je sais que dès que c'est posté, c'est là. Et puis, peu importe le nombre de vues, ce sera toujours disponible. Donc, pour que si un jour la chaîne explose, tout explosera ensemble, puisque forcément, les gens ils vont s'intéresser à. Donc, je me dis, il faut que ça soit au maximum de la qualité possible. Et tout ce contenu que tu crées, alors c'est vrai que c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'investissement, c'est aussi quelque chose que j'imagine tu réutilises, parce que tu proposes aussi, au-delà de ça, des cours pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin, qui veulent peut-être
un accompagnement un petit peu plus personnalisé. Ça c'est quelque mon, chose que ouais, tu ça c'est mon, ça c'est mon, pour le coup c'est mon vrai travail. Hein, Oui, parce c'est que ça. Je gagne un peu d'argent sur Twitch. C'est un vrai travail quand même, YouTube et Twitch. Non, mais quand je dis c'est mon vrai travail, c'est Oui. dans le sens où non, bien sûr, c'est pas dans ce sens-là, bien sûr. Ah oui, C'est juste que je ne gagne pas ma vie sur YouTube et Twitch, malheureusement. Voilà. Ça serait très bien, mais il y a j'ai parfois des collaborations et j'ai aussi Ouais. les gens qui sub et qui financent la Oui, chaîne. C'est toujours Mais cool. voilà, c'est pas de la rémunération pour moi. Moi, je vis de mes cours. C'est Donc ça. bien sûr, c'est un métier. Attention, me tirez pas dessus. Mais non, mais derrière, en tout cas, tout ce contenu, tu vas pouvoir aussi l'exploiter d'une Ouais. certaine manière. Bien quand sûr. quand Bah, tu c'est bien, c'est que tout se réutilise. C'est ça. Et c'est pour ça que généralement, je me dis, même si c'est de la recherche, c'est long, je me dis, une fois que c'est là, j'ai une banque de données, je sais quoi utiliser et tout, c'est trop bien parce que voilà. Rien n'est acheté à la poubelle. Ouais, c'est ça. Du coup, pour en revenir un petit peu sur l'apprentissage, toi, c'est quoi ton pitch pour les gens qui vont tout de suite te dire non, moi je peux pas me lancer, c'est trop dur, etc. Il y a sûrement un truc pour les rassurer quand même d'une certaine manière. Mais d'un côté, moi je suis pas pour. Les rassurer, c'est une chose. Ouais. Mais quand on rassure les gens, c'est parce qu'ils sont déjà motivés. Ils ont déjà Oui. une volonté. Le truc, c'est que je pense que c'est parce que beaucoup de gens ont des a priori sur la langue et Ouais. ils pensent qu'elle est extrêmement dure. Et c'est vrai qu'il y a des aspects où c'est pas facile, on va pas se mentir. L'aspect écrit en japonais, c'est quelque chose de compliqué. Moi, je préfère souvent, je les rassure de ce côté-là parce que très souvent, quand les gens pensent japonais, ils pensent à un système d'écriture très différent. Les kanji, on leur dit 2000 kanji, et les gens ils ont un vertige pas possible. Ils disent non, mais c'est pas possible en fait. Et au final, moi, je leur explique simplement que les kanji, c'est pas sorcier en fait, c'est du vocabulaire, c'est simplement du vocabulaire. Et je dis aux gens que pour apprendre une langue, je pense que c'est pas déconnant de connaître au moins 2000 mots. Oui. Nous, En fait, c'est à double usage, c'est ça. Voilà. En fait, Donc en fait, on apprend le mot plus son dessin d'une c'est certaine ça. manière. Et en fait, c'est des idéogrammes. Donc en fait, il faut connaître. Enfin, je leur dis, c'est du par cœur. C'est-à-dire que nous, comme on a appris le nom de certains objets, ben, c'est pareil. Je leur dis, ça c'est une table. Vous dites pas, oui, c'est un morceau de bois posé sur 3 pieds, etc. Une voiture, c'est pas juste, un véhicule moteur, 4 roues, 2 à 4 roues motrices avec 3-5 portes. Non, c'est une voiture qu'on voit, c'est voiture. Et je leur dis, pour les kanji, c'est pareil, quand vous voyez un mot de vocabulaire, ne vous souciez pas toujours d'être immédiatement sur l'analyse de chaque kanji en disant ce kanji c'est ça et ce kanji c'est ça, du coup ensemble ça donne ça, la lecture ça c'est ça et là c'est ça. Non. Quand vous voyez, c'est du vocabulaire. Les Japonais, quand ils lisent, nous, quand on lit maintenant du japonais, on ne décrypte plus. Non. On voit, on dit ça, ce mot-là, il se prononce d'une telle manière et ça veut dire telle chose. Et c'est libérateur parce que sinon, sinon c'est des hiéroglyphes. Après, Oui. Donc, une fois qu'on a passé ce truc-là, on leur explique, on leur dit simplement c'est du par cœur, c'est du vocabulaire. Ouais. Mais en fait, ça démystifie un peu parce que vous savez que le japonais, c'est très mystifié comme langue. C'est-à-dire qu'on est vraiment. On voit tout l'aspect sur les kanji, la calligraphie, on a l'impression que c'est quelque chose de très précis et c'est le cas. Mais c'est pas aussi. On va dire ça, c'est la culture qu'on nous vend. Mais après, les Japonais eux-mêmes, je sais qu'ils ont beaucoup de mal avec les kanji. Si on leur demande parfois d'écrire des kanji, ils peuvent avoir du mal aussi. Mais c'est normal parce qu'on a les téléphones maintenant, on est tout en digital et ça se perd. Et pour en revenir un petit peu sur... donc toi, dans tes formats, il y a le côté à la fois la lecture des mangas et la partie animé, compréhension, etc. De ce que tu as pu constater là, avec tes élèves, il faut espérer combien d'investissements personnels pour pouvoir commencer à aller capter des bribes, pouvoir commencer à se satisfaire un petit peu aussi. Ça dépend des profils. Ouais. Disons que moi quand les gens me disent il faut combien de temps, je leur dis ça dépend, t'as combien de temps à mettre. Ouais. C'est ça en fait, parce que évidemment quand on parle à des gens qui ont un travail qui est peut-être très prenant, on peut pas leur demander tout de suite de faire 2 heures de japonais par jour, c'est impensable. Et puis même s'ils sont très motivés, ils vont le faire au début, et puis au bout d'une semaine, ça va, tout de suite ils vont se dire Ils relâchent. ouais finalement c'est un peu compliqué, on va peut-être pas, ou ils vont dire ah ben évidemment je vais pas le faire aujourd'hui, et puis demain non plus, c'est compliqué, du coup je vais le faire dimanche, parce que dimanche je suis libre, j'ai 5 heures de libre, sauf qu'on n'est pas forcément toujours libre le dimanche, donc je dis aux gens, des fois commencez peu, je pense que à compter de jusqu'à 1 heure par jour, si on arrive à faire 1 heure par jour ou même 30 minutes, je pense qu'au bout de 1 an, on peut déjà avoir, on va dire un bon ressenti par rapport à la langue, mais on va dire pour avoir un niveau qui nous permette de au moins conversationner, enfin au moins avoir une conversation un peu potable, sans être parfait bien sûr, en faisant toujours des erreurs évidemment. Je pense qu'en 2-3 ans, on peut bien se débrouiller quand même. Et est-ce que justement quand on arrive à un stade où on se dit ok là maintenant il faut que je le pratique, alors bon il y a toujours l'option d'aller au Japon, de se lancer. C'est la facilité certes, mais c'est ça, pas accessible pour tout le bien monde. sûr. Est-ce qu'il y a d'autres manières? Est-ce que
toi tu recommandes à tes élèves, bah tiens, tu vas pouvoir aller utiliser ton japonais dans tel contexte. Est-ce que il y a des rendez-vous qui existent, des clubs, je sais pas. Moi, après, ça dépend où ils habitent. Généralement, si c'est dans les grandes villes, je sais qu'à Paris, ça doit être le cas. Il y a souvent des rencontres culturo-linguistiques franco-japonais. Donc, il y a des fois des étudiants qui viennent en France faire leurs études et qui viennent apprendre le français. Et des fois, ils sont dans des associations comme ça qui partagent un petit peu. Et donc, intégrer ce genre d'association, ça permet de faire des rencontres, d'organiser des événements ensemble et donc de partager un petit peu, donc se faire des amis. Après, moi, j'ai un rapport un peu particulier avec ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent pour apprendre le japonais il faut se faire des amis japonais ou même une copine japonaise ou un copain japonais. Je leur dis attention, les gens ne sont pas là pour vous servir de ça en fait. Évidemment que c'est pratique, s'il y a un intérêt commun pourquoi pas, mais avoir une petite amie japonaise, la petite amie japonaise n'est pas là pour vous apprendre le japonais. Elle est là pour être votre petite amie. Alors évidemment ça peut servir bien sûr, mais voilà, il faut pas. Malheureusement j'ai vu beaucoup de cas comme ça où il y a des gens qui se disent ils veulent se faire une copine japonaise parce qu'ils veulent, pour eux c'est le seul moyen de pratiquer souvent et tout, ce que je comprends et dans la pratique c'est vrai, mais bon après là on rentre dans autre chose, c'est-à-dire là c'est les relations humaines, il faut faire attention parce que c'est pas non plus le but. Mais il y a plein de structures qui permettent de faire des rencontres. Et puis on a aussi Internet, il y a des applications, ce genre de choses, etc. Moi, il y a un truc que je recommande pas mal quand on est tout seul, c'est le shadowing. Ok. Le shadowing, c'est un truc que j'ai utilisé, on va dire, relativement tard après. Et puis quand j'ai découvert ça, je me dis c'est trop bien parce que ça permet de travailler la prononciation, de travailler la prosodie, de retravailler aussi la grammaire et d'avoir ça sur des phrases qui sont directement utiles. C'est-à-dire des choses qui vont vraiment être utiles directement et le fait de les répéter, de les entendre, de les répéter, c'est vraiment, déjà on va les comprendre mieux et puis on se fait au rythme japonais et puis le vocabulaire aussi vient derrière et parfois ça peut permettre aussi de pratiquer un peu seul quand on n'a pas forcément l'occasion parce que des fois il y a des gens qui habitent dans des petites villes qui n'ont pas l'occasion de participer à des grands événements au niveau du Japon, etc. Donc ça peut aider et puis on peut faire ça avec n'importe quoi, les animés, les dramas, les émissions télé, etc. Alors évidemment après il faut choisir selon son niveau, puis ça c'est pas aussi c'est ça. Donc on peut rejouer là, vous pouvez rejouer les scènes, vos scènes préférées de One Piece. Mais bien sûr, moi je dis faites du théâtre et tout, c'est génial. Moi c'est ce que je fais en stream et je dis on lit une première fois on y met l'énergie. Et après on y met une fois qu'on a bien compris et la personne parfois n'a pas forcément le niveau de tout comprendre, donc évidemment on décortique, on vulgarise, on explique un petit peu tout ce qui se passe et puis après la deuxième fois on le joue, c'est-à-dire qu'on doit prendre un petit peu les voix, on singe un petit peu les personnages et du coup la personne se prend dans le jeu et ce qui est bien c'est qu'en fait on se rend compte qu'au final à cette deuxième lecture eh bien, la lecture en elle-même, c'est-à-dire la compréhension et la lecture des caractères, elle est secondaire. Et en fait, la personne ne se rend pas compte qu'en fait, elle a lu le japonais de manière bizarrement assez fluide. Alors que des fois, on se dit c'est quand même compliqué. Parce qu'en fait, son premier but, c'était de prendre une voix, d'avoir un truc un peu spécial à faire. Et en fait, ça prend tout son sens. Et du coup, quand tu dis ça, donc ça veut dire que sur Twitch, tu t'invites vraiment les gens à venir prendre la parole. Tu as un système où les gens peuvent venir généralement, il y a un système de réservation par semaine où chaque semaine, j'ouvre un créneau où il y a une personne, si elle veut venir lire, donc elle vient, on fait la première lecture où on explique un petit peu, je propose de voir si elle trouve une traduction, etc. Et puis après, mais ouais, ça tout se fait par réservation en général via Discord. C'est noté, via Discord. Donc on peut te retrouver. Donc voilà, Joeichi, merci beaucoup. Merci on te retrouve sur tout plein de réseaux. Les réseaux. Voilà, c'est facile de te retrouver. Si on est intéressé un peu plus par ton contenu, voilà, on t'envoie un message, on regarde les live Twitch. Avec plaisir. On peut prendre des cours. T'as encore des créneaux ou ça a été débordé là ? Là, à partir de septembre, je vais ouvrir des petits groupes parce que je me rends compte que là, il y a des gens qui veulent prendre des cours et en particulier, c'est vrai que ça se limite forcément. Du coup, là, pour accueillir des gens, ça va être plutôt par groupe. Alors, c'est des petits groupes, ça va être entre 3-4 personnes. Ça peut être intéressant de les faire discuter aussi. Voilà, c'est ça. Donc ouais, là, en ce moment, c'est compliqué, mais oui, on peut toujours trouver un moyen. Il y a toujours moyen. Voilà. Merci beaucoup, merci, ça fait plaisir de t'avoir reçu. Merci à vous. Je sais pas du tout ce qu'on a ensuite en... C'est toi Donald, on te laisse la main ? Ok, à bientôt. Bye bye. Salut et merci le live.